Salut, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je voudrais te présenter un contenu dont je suis très fier. Il s'agit d'un module complet de l'Académie Français Authentique qu'on te propose de visualiser gratuitement, donc ne manque pas la suite de cette vidéo. Dans ce module, le numéro 80, nous revenons sur un événement très célèbre de l'histoire de France, l'affaire Dreyfus. Je suis très content du travail de toute l'équipe pour la préparation de ce module. Installe-toi confortablement et regarde ce module complet de l'Académie Français Authentique. Salut chers amis, merci de me rejoindre pour ce module 80. Module 80 sur l'affaire Dreyfus. Vous avez été très nombreux à me suggérer cette idée de module. Donc tu vois qu'aujourd'hui, c'est un module historique, mais dans lequel on ne va pas parler d'une seule personne. On ne va pas parler d'un seul personnage ou d'un seul événement. C'est vraiment, tu vas le voir, un module dans lequel on va parler d'une affaire. Et une affaire, en français, il peut y avoir plusieurs significations, mais c'est une situation dans laquelle il y a différents intérêts qui s'opposent. Tu verras que l'affaire Dreyfus, même si elle porte le nom d'une personne, elle oppose des visions différentes. Et même au sein de ces visions, il y a différentes confrontations, différentes idées. Donc c'est une grave affaire, l'affaire Dreyfus, dont tu as peut-être déjà entendu parler. On dit même que c'est une affaire d'État, parce qu'elle n'a pas seulement touché une partie de la France, mais elle a vraiment touché énormément de choses. C'est une affaire qui est à la fois militaire, mais aussi religieuse. Tu vois, on touche déjà là à deux grands corps de l'État, et elle a énormément divisé la France de 1894 à 1906. Je serais tenté de dire pas seulement parce que cette affaire, on en parle encore aujourd'hui. Elle a encore une influence dans la politique française et dans les discours de nos politiques. C'est vraiment devenu un exemple et un symbole très très fort. Donc peut-être que tu connais déjà cette affaire, peut-être que tu as déjà entendu parler de l'affaire Dreyfus. Ça dépend peut-être de l'endroit du monde dans lequel tu vis et de l'âge que tu as, mais c'est une affaire qui résonne encore aujourd'hui. Cette affaire, on l'a citée, l'affaire Dreyfus, dans le module sur Zola. Donc c'était le module 70. Tu vas voir qu'Émile Zola, on va le voir aujourd'hui, a joué un grand rôle dans cette affaire et eh bien il lui a donné une grande postérité. Elle se passe, cette affaire, pour te redonner le cadre, le contexte, pendant la Troisième République. Et encore une fois, si tu veux aller un peu plus loin sur ces sujets, Première République, Deuxième République, Troisième République, Cinquième République, de quoi on parle? Tu as un module qui est le module 16, qui reprend l'histoire de France depuis la Révolution. Donc de la Révolution jusqu'à la Cinquième République. Tu comprendras comment on est arrivé à cette Troisième République, qui est le contexte dans lequel se passe cette affaire Dreyfus. Alors cette affaire, elle est très très riche, évidemment, il y a plein d'événements, plein de choses différentes qui se sont passées à différents endroits, il y a plein de détails. Donc comme d'habitude, Valentine, qui prépare les contenus des modules dorénavant, eh bien, a fait une synthèse. C'est une belle synthèse à mon avis. Les événements qui ont été sélectionnés te permettront de bien comprendre l'affaire, mais évidemment, il a fallu faire des sélections et passer certaines choses sous silence. On va donc, et c'est aussi le but de Français Authentique, trier l'info pour toi et t'aider à te focaliser, on va se concentrer sur les choses essentielles qui te permettront de bien comprendre l'affaire et qui seront pour toi une clé de compréhension. Si tu veux aller plus loin, et c'est toujours très sympa de le faire, on t'invite à faire tes propres recherches et à chercher différentes ressources sur le sujet. Le module, il va être divisé en 6 parties. Tu vas dans un premier temps avoir le contexte général, la vie d'Alfred Dreyfus, qui c'était, comment il a grandi. On te parlera ensuite du début de l'affaire. On enchaînera dans une troisième partie sur la découverte des fausses preuves. Tu verras quelles sont les preuves qui ont été utilisées dans cette affaire. Dans la 4e étape, on parlera
du public qui s'empare de l'affaire, qui en fait une affaire d'État pour le coup, la révision du procès, ce sera la 5e partie, et dans la 6e partie, les conséquences de l'affaire. Donc on a un beau programme. Passons à la première partie, le contexte, la vie d'Alfred Dreyfus avant le début de l'affaire. Parce qu'il faut comprendre qui c'était, on a besoin de comprendre qui était Alfred Dreyfus pour bien comprendre cette affaire. Il est né le 9 octobre 1859 à Mulhouse, ça se trouve dans l'est de la France, et il est mort le 12 juillet 1935, près de 30 ans après l'affaire. Donc il y a eu la grande affaire Dreyfus, et lui, il est mort près de 30 ans après. Il est d'origine alsacienne, Mulhouse ça se trouve en Alsace, et il est issu d'une ancienne famille de confession juive. Très important. Cette famille, en plus d'être de confession juive, c'était une famille bourgeoise, aisée grâce aux affaires de son père. Le père de Dreyfus était aisé, donc c'était une famille relativement riche, puisque son père il avait une filature de coton. Donc il a, dans sa jeunesse, une vie de famille classique et plutôt tranquille, jusqu'en 1870. Parce que tu te souviens, si tu as suivi les différents modules de l'académie, en 1870, il s'est passé quelque chose de particulier. Je te laisse réfléchir. Je sais que les experts ont déjà trouvé, les experts de l'histoire de France, mais en 1870, on a eu le début de la guerre entre la France et la Prusse. La grande guerre franco-allemande. On en a parlé dans le module 62 sur le Second Empire. À l'issue de cette guerre, l'Alsace et la Moselle, donc qui faisaient partie de la France, ont été rattachés à l'Allemagne. Il y a eu une annexion. Et donc, on avait déjà, ça te donne un premier élément de contexte, un grand nationalisme. Les Français n'étaient pas très d'accord avec ça, et beaucoup de Français disaient non, il faut qu'on récupère une partie de notre territoire. Donc tu avais déjà ce contexte nationaliste à l'époque. Mais pour en revenir à la famille Dreyfus, en 1872, sa famille quitte l'Allemagne. Il quitte l'Allemagne pour rester français, puisque lors de l'annexion, les Français qui vivaient en Alsace et en Moselle, avaient le droit de rester sur le territoire. Ils avaient vraiment le droit, on les forçait pas à partir, mais ils devaient prendre la nationalité allemande. Donc la famille Dreyfus, par aspect patriotique, voulait rester français, et ils ont donc quitté l'Alsace. En 1873, il va donc suivre ses études à Paris, il va passer son bac, il va rentrer au collège Sainte-Barbe pour préparer le concours d'entrée à l'école polytechnique. C'est une école prestigieuse en France. L'école polytechnique, c'est vraiment une très grande école en France. Il y est accepté à l'âge de 19 ans en 1878. Donc on voit, il vient d'une famille de confession juive, plutôt bourgeoise, plutôt patriotique, puisqu'il ne voulait pas devenir allemand, et on voit que c'était aussi un étudiant brillant, puisqu'il est accepté à Polytechnique, la grande école, à 19 ans. En 1880, il va sortir de l'école avec le grade de sous-lieutenant. Donc c'est un grade de l'armée. En 1882, il est nommé lieutenant au 31e régiment d'artillerie du Mans. Donc lieutenant, c'est aussi un grade d'officier dans l'armée. Les officiers sont ceux qui dirigent, qui commandent. En 1883, il est affecté aux batteries à cheval de la 1re division de cavalerie à Paris. Et en 1889, il est nommé capitaine, donc il a un grade supérieur d'officier, toujours d'officier, donc de dirigeant dans l'armée, au 21e régiment d'artillerie. Et en même temps, en plus de ses activités de carrière, il prépare les examens d'admission à l'école de guerre, qui est une école réservée aux officiers de l'armée, qui existe encore aujourd'hui et qui forme les officiers à des postes un peu plus importants encore. En 1890, il est reçu, la veille de son mariage, à l'école de guerre, et il va sortir en 1892 avec la mention très bien. Il sera classé 9e sur 81. Donc on voit que c'était un étudiant vraiment brillant qui a réussi tout ce qu'il a entrepris, Polytechnique. Il a déjà fait ses gammes dans l'armée, il a pris les différents où il a eu les différentes augmentations de grade, les différentes promotions qu'il méritait. Il entre à l'école de guerre et il en sort avec une mention très bien.
En 1893, donc on n'est toujours pas dans l'affaire en elle-même, il est appelé en tant que stagiaire à l'état-major de l'armée, au ministère de la guerre. Donc c'est un endroit très secret, très important pour l'armée. Il va passer successivement dans chacun des bureaux de l'état-major. Donc il va avoir une vision très large du fonctionnement de l'armée. Il a donc, tu le vois, une carrière militaire qui est notable, qui est remarquable. Il est félicité par ses supérieurs. C'était quelqu'un de très apprécié. On a l'impression, quand on lit ce CV, que tout est parfait et que rien ne peut lui arriver. Mais le problème de contexte qu'il y avait en France à l'époque, c'est qu'il y avait le nationalisme, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi, il y avait vraiment un fléau, l'antisémitisme. Il y avait une grande montée de l'antisémitisme en France à ce moment-là. Donc tu avais un peu un couple nationalisme-antisémitisme qui sévissait et qui s'auto-entretenait. D'après beaucoup de monde, les Juifs étaient la source de tous les problèmes. C'était à cause d'eux qu'on avait perdu la guerre. C'est à cause d'eux qu'il y avait du chômage. Ils étaient censés être la source de tous les problèmes, alors qu'ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient 80 000 en 1892, si on ne compte que la métropole. Donc vraiment très peu nombreux. Mais malgré tout, on commençait à avoir cette montée de l'antisémitisme. Donc il n'était pas bon d'être juif à cette époque. Dans le journal La Libre Parole, Édouard Drumont a commencé une campagne antisémite très violente et très accusatrice. Donc tu comprends que cet homme, Édouard Drumont, était un journaliste qui était complètement antisémite et d'extrême droite. Il va dénoncer, de façon encore une fois très violente, la présence d'officiers juifs dans l'armée française. C'est intéressant ici pour comprendre le sujet, puisque Dreyfus était un officier de l'armée française. Et ça va être critiqué par ce journaliste d'extrême droite. En septembre 1894, donc un an après qu'il ait commencé à être appelé dans les différents services de l'état-major, ce journal, La Libre Parole, révèle l'existence d'un traître dans l'armée française. Un traître, c'est quelqu'un qui agit contre les intérêts qu'il est censé défendre. Dreyfus, ça va rapidement être un suspect idéal, parce qu'il est juif, et qu'il y avait de l'antisémitisme, et parce qu'il il a été dans différents services de l'état-major, donc il connaît beaucoup de choses. Le fait qu'il vienne d'une famille bourgeoise, ça rajoute un petit peu de suspicion, donc c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui est de confession juive, qui est d'origine alsacienne, ça attire de la jalousie et de la méfiance. Il a, en plus de tout ça, aucun soutien politique. Il ne connaît pas d'homme politique. Et il n'a pas de soutien d'officier de haut rang. Il n'est pas ami avec un officier qui serait très bien placé. Donc tout ça, ça va en faire malheureusement un coupable idéal. Donc on arrive dans la partie 2, le début de l'affaire. Tu comprends que le journal d'extrême droite, dans cette période d'antisémitisme, commence à dévoiler qu'il y a un traître parmi les officiers français. Le 15 octobre 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, il va être arrêté sur ordre du ministre de guerre. On le soupçonnera d'avoir communiqué des informations secrètes, des secrets militaires, à l'ennemi allemand. Alors l'histoire est très rocambolesque. On parle d'une lettre. Il y aurait eu une lettre qui a été adressée à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et cette lettre, elle n'a jamais été retrouvée complète. Elle a été retrouvée coupée en 6 morceaux par une femme de ménage. Et dans cette lettre, coupée en 6, eh bien, quelqu'un indique que des documents militaires confidentiels vont être transmis aux Allemands. C'est ce qui est écrit dans cette lettre. Encore une fois, Dreyfus était un coupable idéal pour toutes les raisons qu'on a citées, et on va l'accuser en disant que son écriture ressemble à l'écriture qu'il y avait sur la lettre. C'est le seul élément qu'ils ont trouvé. Donc, ils vont dire, on a retrouvé une lettre qui indique que des informations confidentielles vont être transmises. Il y a une écriture. Dreyfus a une écriture proche. On va même lui faire recopier la lettre. On va lui dicter la lettre. On va lui faire écrire. Et on va comparer les écritures et dire,
c'est la même chose, de façon plutôt arbitraire. Il est passible du conseil de guerre, c'est-à-dire qu'il va passer devant une autorité militaire et il est accusé de choses très très graves. Lui, dès qu'il est arrêté, il clame son innocence. Il dit non, c'est pas moi, ce n'est pas vrai. On va l'interroger jour et nuit, il va être emprisonné, interrogé jour et nuit. J'ai entendu dans un livre audio qu'on le mettait dans une cellule avec une corde pour peut-être lui dire tiens, suicide-toi, puisque l'armée avait vraiment besoin d'un coupable. Donc c'était très critique pour eux, face à l'opinion publique, d'avoir un coupable. Donc lui maintient sa version, il dit non, je suis innocent. Vous avez beau m'emprisonner, m'interroger jour et nuit, me faire subir des grosses charges psychologiques, je maintiens, je suis innocent. C'est à ce moment-là, quand l'affaire commence à s'ébruiter un peu partout, que le frère d'Alfred Dreyfus, qui s'appelle Mathieu Dreyfus, va intervenir. Il arrive à Paris, puisqu'il vivait en province, il va se battre littéralement pour la libération de son frère et pour son image, et il va chercher et trouver un avocat qui s'appelle Edgar Demange. Donc là, on en est encore aux phases d'accusation, il n'y a pas eu de procès, mais bien avant le procès, au moment de ces accusations, la presse va se déchaîner. Il y a des articles antisémites qui vont être publiés, vraiment de plus en plus. Le public est affolé et le public est impliqué. C'est-à-dire que l'opinion publique, les gens, à force de lire des articles indiquant que Dreyfus est coupable et que les Juifs sont la cause de tous ces problèmes, ils vont commencer à y croire et ils vont commencer à s'énerver et à être déchaînés contre eux. On est encore une fois dans un contexte de nationalisme où les gens sont très fâchés, très en colère, et dans une phase d'antisémitisme. Donc tout ça, ça va amplifier encore les accusations envers Dreyfus. Le 19 décembre, il y a un procès qui commence, mais qui est à huis clos, c'est-à-dire le public est interdit. Le huis clos, il est à moitié respecté. Normalement, il ne devrait y avoir que les magistrats et puis l'accusé, mais il va y avoir le commandant Picard, il va y avoir le préfet Lépine, donc le préfet de police de Paris. Donc, on impose un huis clos, mais il y a des personnalités qui viennent quand même, des personnalités choisies. L'avantage du huis clos, pour ceux qui accusent, c'est que ça permet de cacher le dossier au public, en fait. On n'est pas obligé de fournir les éléments du dossier, on garde les éléments du dossier, et ça évite de faire trop de bruit. Ça évite de montrer que finalement, on n'a pas de certitude, en fait. On tient quelqu'un qui est accusé, mais on n'a aucune certitude, on n'a pas vraiment de preuves. La seule preuve qui existe à ce moment-là, c'est celle dont on a parlé précédemment, celle de l'écriture. Mais on sent qu'elle n'est pas crédible. On peut pas dire c'est de sa faute parce que il a la même écriture que celle qu'il y a sur la lettre. Il n'y a même pas eu d'experts. Il existe des experts qui savent reconnaître les écritures et qui réussissent à dire ok, c'est exactement cette personne qui a écrit. On n'a même pas consulté d'experts pour ça. Et un des grands problèmes, c'est que Dreyfus, il maintient son innocence. Il dit non, c'est pas moi. Donc ça cause aussi un problème à l'accusation, et de nombreux témoignages viennent renforcer ça. Il n'y a aucun des témoignages qui montre ou qui peut prouver que Dreyfus était coupable de ce dont on l'accusait. Il y a de grandes théories qui vont apparaître, des théories abracadabrantes, qui sont complètement folles en fait. On dit que Dreyfus avait déjà été accusé par le passé de trahison. On dit qu'il a lui-même trafiqué son écriture, parce qu'on voit que c'est pas exactement les mêmes. Donc on a tendance à chercher des histoires qui pourraient confirmer le fait qu'il est bien coupable. Et toutes ces histoires qui sont certes absurdes, elles vont avoir une influence sur les juges. Les juges, sous cette pression de l'opinion publique, de la presse et de toutes ces histoires folles, vont être influencés. Pendant le procès, il y a un dossier secret, donc personne ne peut voir et ne peut connaître, qui est fourni au Conseil de guerre. Ce dossier secret, on ne sait pas trop d'où il vient, si ce n'est que c'est le commandant Henri qui l'a préparé, et il contiendrait, ce dossier, des preuves de la trahison de Dreyfus.
ce qui est totalement illégal, c'est que Dreyfus n'a même pas accès au dossier. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, des preuves, soi-disant, mais il ne peut pas les lire, il ne peut pas les voir. Il ne sait même pas de quoi on l'accuse ou comment on prouve qu'il est coupable. Et aujourd'hui encore, on n'est même pas certain de ce que contenait le dossier. Donc, il est clair que ce dossier il est complètement illégal. On ne peut pas arriver avec quelque chose, dire on a des éléments, mais on ne les montre pas. C'est complètement illégal et c'était encore un élément pour faire pression sur les juges. Alors on est en droit de se demander, mais pourquoi l'armée a fait tout ça? Pourquoi l'armée a absolument voulu accuser quelqu'un qui apparemment était innocent, ou en tout cas quelqu'un dont on ne pouvait pas prouver la culpabilité? Pourquoi l'armée a-t-elle fait ça? Et on a la réponse dans le livre L'affaire Dreyfus de Vincent Duclerc, qui est un grand expert de cette affaire, et il nous explique qu'il y avait 3 grands problèmes pour l'armée. Le premier problème, c'était un problème de compétence. Un problème de compétence dans l'armée, peut-être ce qui explique la défaite de 1870 et celle qui arrivera en 1914, pendant la guerre en tout cas de 14-18, toujours est-il qu'il y avait un grand problème de compétence. Donc on sentait bien que l'armée était dépassée par les événements. Il y avait une nécessité d'aller vite. Encore une fois, le contexte est clair, grande pression de la presse, grande pression de l'opinion publique, il fallait trouver un coupable au plus vite. Et le troisième problème, c'était cette opinion publique antisémite qui, au moins inconsciemment, poussait l'armée à trouver un coupable qui serait juif. Donc on arrive un petit peu à la fin de ce procès, et comme tu l'as compris et imaginé, il va être condamné, Dreyfus. Le 22 décembre 1894, il y a un conseil de guerre qui est mis en place pour le juger. Ce conseil est composé uniquement de militaires. Et donc ils vont déclarer Dreyfus coupable d'espionnage et coupable d'avoir fourni des renseignements militaires à l'Allemagne. Donc des accusations extrêmement graves. Il est condamné à l'unanimité des 7 juges. C'est-à-dire qu'il y avait 7 juges, les 7 ont dit « il est coupable ». Il va être dégradé militairement, c'est-à-dire qu'il va perdre ses grades qu'il avait obtenus après énormément de travail, et il va être condamné à être déporté sur l'île du Diable, en Guyane, au bagne. Il est condamné à vie, c'est une condamnation perpétuelle, c'est-à-dire tu quittes la métropole, on t'emmène en Guyane, sur l'île du Diable, et tu vas faire des travaux forcés pendant toute ta vie. Il va être transféré dès début 1895, donc on va très vite. Condamnation, on lui enlève tous ses grades militaires et on l'envoie sur l'île au bagne, sur l'île du Diable. Le 31 décembre, avant de l'envoyer là-bas, on va comme lui proposer un allègement de peine en échange de ses aveux. Donc tu vois qu'il y a une pression constante. Je pense que les juges, même s'ils l'ont condamné à l'unanimité, ils n'étaient pas tout à fait sûrs. Et ils auraient préféré, vis-à-vis de l'opinion publique, qu'il avoue. Parce qu'il n'a toujours pas avoué Dreyfus. Il a dit non, c'est pas moi. Et il va refuser. D'accord? Donc il y a une sorte de chantage, de pression. On lui dit, si tu n'avoues pas, tu vas aller jusqu'à la fin de ta vie en Guyane et tu vas travailler jusqu'à la fin de tes jours, en fait. Il refuse malgré tout. Le 5 janvier 1895, il y a une cérémonie de dégradation qui est organisée. Donc on ne se contente pas de lui retirer ses insignes militaires, on le fait en public, devant des témoins. On fait une vraie célébration de cette déchéance. D'accord? Donc il y a une foule de citoyens, une foule de soldats, on met tout en scène, c'est-à-dire qu'on lui arrache ses insignes, on lui coupe son épée, on va briser son sabre. Les témoins diront qu'il est resté digne. Donc il était innocent, on faisait ça pour le salir, évidemment, c'était une mise en scène, et lui est resté très digne, et il aurait déclaré « Soldats, on dégrade un innocent, soldats, on déshonore un innocent, vive la France, vive l'armée ». Donc malgré toutes ces injustices, il est resté à la fois patriote et il est resté digne face à cette, encore une fois, énorme injustice. Le 21 février, il part en bateau vers la Guyane. Son emprisonnement, on peut l'imaginer, est dur et cruel. Il mange très peu, il est sous-alimenté. Il fait plus de 40 degrés, donc il fait très très chaud. Il n'a pas de soins médicaux. C'est le bagne, c'est vraiment quelque chose de très très dur à éprouver.
et on finit même par l'attacher à son lit sans qu'il puisse se laver. Beaucoup auraient peut-être souhaité qu'on en reste là et que le pauvre Dreyfus reste jusqu'à la fin de ses jours en Guyane, mais on va tout doucement rentrer dans la partie 3 sur la découverte des fausses preuves. Et ça commence en mars 1896, donc on est, tu vois, à peu près un an après, où le colonel Picard, qui fait partie des services de renseignement, il découvre que la lettre de l'espion, elle n'a pas été écrite par Dreyfus. Elle a été écrite par quelqu'un d'autre, cette fameuse lettre qui a servi de base à l'accusation. Donc lui s'est intéressé, cet officier, de très très près à cette affaire. Je sais pas exactement pourquoi, en tout cas, il s'y intéressait de près. Et il découvre que la personne qui a écrit cette lettre, c'était un officier du nom de Esterhazy, qui était lui vraiment en relation avec les services allemands. Donc Picard, quand il s'aperçoit de ça, il dit c'est pas possible, on peut pas laisser la situation telle qu'elle est, donc il informe immédiatement son supérieur, qui était le général Gons, qui refuse d'en tenir compte. Il dit non, mais c'est bon, l'affaire est réglée, elle a été jugée, on ne va pas tenir compte de ça, parce qu'on n'a pas vraiment envie de montrer que l'armée s'est trompée. C'est ça, la base, c'est on veut que l'armée conserve sa crédibilité. Donc on dit à Picard, tu ne parles pas, tu te tais. Ok, tu as découvert un truc, mais on n'en parle pas. Mais Picard, il va pas se taire. Il n'a pas décidé de se taire. Il va commencer à en parler autour de lui, et on va très vite le muter en Afrique du Nord. On va chercher à l'éloigner de la presse parisienne, et on va le muter en Afrique du Nord. Par contre, la famille Dreyfus, et notamment son frère, eux, ils n'abandonnent pas. Ils sont soutenus, entre autres, par le vice-président du Sénat, Scheurer-Kestner, et par le député Joseph Reinhardt. Donc on va quand même, suite à toutes ces différentes informations qui vont circuler, on va convoquer Esterhazy devant le Conseil de guerre, mais lui va se retrouver innocenté, à l'unanimité, en 1898. Donc on voit bien que l'armée ne s'est pas contentée d'accuser un innocent à l'unanimité et sans preuve. Ils ont ensuite, pour ne pas perdre la face et avouer qu'ils s'étaient trompés, ils ont ensuite, jugé un coupable comme étant innocent. Tout ça, ça ne pouvait conduire qu'à une chose, c'était que le public, l'opinion publique, commence à s'intéresser à l'affaire et s'en empare. Donc la presse va commencer à communiquer les données de cette affaire au grand public. Au départ, on en parlait seulement dans les hautes sphères, mais on va commencer à en parler dans les journaux. Particulièrement Le Figaro. C'est un des journaux qui va en parler énormément. Ça n'empêche évidemment pas la presse antisémite d'extrême droite de continuer à propager des rumeurs et des accusations, en disant que Dreyfus est coupable. Mais l'opinion publique, elle va se diviser. Au départ, tout le monde, plus ou moins tout le monde, était contre Dreyfus. Mais face aux nouveaux éléments, tu vas voir différentes catégories qui vont se former. Tu vas avoir d'un côté les Dreyfusards, ceux qui réclament la justice, qui réclament la vérité, qui sont pour que Dreyfus soit jugé de nouveau avec les éléments qu'on a pu avoir. Ils vont dénoncer le comportement de l'état-major de l'armée qui couvre ses erreurs finalement et qui couvre donc les coupables qui sont encore en liberté. Les Dreyfusards évidemment sont convaincus que Dreyfus était innocent et ils sont en général, puisque comme on parlait d'affaires d'État tout à l'heure, il y a un aspect politique qui se met en place. En général, les Dreyfusards, ça va être des gens plutôt de gauche radicale, des républicains, voire la gauche socialiste même. Tu vas avoir de nombreux intellectuels, antimilitaristes, voire pacifistes, donc des gens qui sont contre la guerre. On aura même les francs-maçons, qui seront plutôt des Dreyfusards, et un certain Émile Zola, dont nous avons parlé dans un module de l'Académie, lui va entendre parler de cette affaire, et il va rejoindre les rangs des Dreyfusards. Donc ça, c'est ce qu'on a d'un côté. De l'autre côté, on a les anti-Dreyfusards, donc ceux qui pensent tout le contraire. Ils ne veulent pas remettre en cause la décision de l'armée. C'est une décision de justice militaire pour eux. Elle ne doit pas être remise en cause. Ils défendent l'honneur de l'armée, l'intérêt de la France, sous-entendu
même si on s'est trompé, c'est pas grave, un individu est moins important que la France ou que l'armée. Ils sont plutôt, ces gens, d'un point de vue politique, royalistes, nostalgiques de la période de la royauté, plutôt catholiques intransigeants, c'est-à-dire plutôt conservateurs. On y retrouve la Ligue des Patriotes, etc. Donc tu vois que l'affaire Dreyfus, c'est pas seulement une injustice, même si à la base c'est ça, c'est aussi deux France qui s'affrontent. Deux France qui ont des visions politiques différentes, des priorités différentes, etc. Donc c'est pas seulement l'affaire Dreyfus, l'histoire d'un innocent accusé, même si c'est dramatique évidemment, c'est deux France qui s'affrontent. Le 13 juillet 1898, on va voir apparaître en première page du journal L'Aurore, c'est un quotidien parisien dirigé par Georges Clemenceau, un homme d'État français. On va voir apparaître le manifeste « J'accuse » d'Émile Zola, dont on a parlé dans le module sur Zola et qui est très 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 connu. C'est finalement une lettre ouverte d'un intellectuel au président de la République. Et Émile Zola, dans cette lettre, il va attaquer vraiment directement l'état-major qui avait fait condamner un innocent, Dreyfus. Il va les condamner pour avoir acquitté un coupable, Esterhazy. Il va demander la réouverture du procès. Et il va, ça c'est très très important, donner les noms, en fait. Il accuse en donnant les noms des personnes, disant lui a fait ça, lui a fait ça. Il donne des noms. Et cette lettre va avoir un effet très très important, un effet incroyable même, cet article qui commence par « J'accuse », il va y avoir 300 000 copies du journal de vendues dès sa parution, et son objectif en faisant ça, évidemment, c'était de faire connaître l'affaire au grand public et de donner le plus d'informations possible pour que les gens puissent avoir un avis éclairé. Il voulait rendre public, tout simplement, toutes ces informations. Il voulait aussi forcer les autorités politiques, le président de la République notamment, à faire quelque chose, à agir, à ne pas rester silencieux en disant « bon, c'est l'armée qui gère cette affaire ». Donc il y avait vraiment une volonté de faire pression. Il va être, malheureusement pour lui, poursuivi pour diffamation. C'est-à-dire que, comme il a accusé des gens en donnant des noms, on va dire « bah non, t'as pas le droit de faire ça ». On t'accuse, nous, à notre tour, finalement, on te poursuit pour diffamation. Il va être condamné, en 1898, à 1 an de prison ferme, ce qui est le maximum, c'était vraiment la peine maximale pour cette accusation de diffamation. 3 000 francs d'amende, ce qui était énorme pour l'époque. On va l'exclure de l'ordre de la Légion d'honneur, qu'il avait obtenu grâce à ses romans, et il va être poussé à l'exil. Donc il va partir, s'exiler en Angleterre, mais on voit quand même qu'il a pris des gros risques, mais que ça n'a pas été inutile. Ça n'a pas été seulement quelque chose qui s'est retourné contre lui, ça a permis de souder les Dreyfusards, d'accord ? Ça a permis de faire connaître la vérité, de donner plein d'éléments au public. Plus de gens ont pu rejoindre la cause des Dreyfusards. Donc ils sont du coup, ces gens qui rejoignent la cause, plus déterminés que jamais grâce à Émile Zola, ou grâce en tout cas à cet article « J'accuse ». Tout ça nous permet d'avancer doucement vers la 5e partie sur la révision du procès avec un retournement de situation. Quelque chose qui n'était pas attendu et qui va se produire. En août 1898, on a le lieutenant-colonel Henry qui avoue avoir falsifié une partie du dossier. C'est-à-dire, il avoue avoir triché, avoir caché des choses, avoir fait des choses malhonnêtes dans le dossier secret. Ce dossier secret, c'est celui qui avait été transmis, tu te souviens, au premier conseil de guerre pour faire accuser Dreyfus, pour le faire condamner même. Donc on avoue, on obtient les aveux d'un officier qui dit avoir triché, d'avoir falsifié ce dossier. Donc ça, ajouté à la lettre ou à l'article « J'accuse » d'Émile Zola, ça va littéralement donner un nouveau tournant radical à cette affaire. On va voir de nombreux chefs de l'armée française qui vont être mis en cause et qui vont devoir démissionner. Face à toute cette pression, on sent que l'armée, elle perd le contrôle. Le 9 septembre 1899, en pleine agitation, on va mettre en place un conseil de guerre à Rennes. On va reconnaître Dreyfus coupable, encore une fois.
c'est-à-dire l'armée ne veut vraiment pas perdre la face, mais cette fois avec des circonstances atténuantes. Et ça va permettre de réduire sa peine. On avait, je te le rappelle, condamné Dreyfus à perpétuité, donc jusqu'à sa mort, et là on réduit sa peine à 10 ans de réclusion. Il va cependant être gracié par le président de la République, Émile Loubet. Gracié, ça veut dire qu'on a un homme politique, le président en France a le droit de le faire. Il dit, tu as été accusé par la justice, eh bien, tu as le pardon de la France, tu peux sortir. Donc il va être libre, après avoir été gracié par le président. Il est, par contre, puisqu'il y a eu un nouveau jugement qu'il a estimé coupable, il est toujours considéré comme coupable de trahison vis-à-vis de l'armée française. Donc, pour lui, qui était patriote, qu'il a montré à plusieurs reprises et qui était très attaché à l'armée, c'est difficile à accepter. Ce verdict, c'est difficile à accepter pour lui et pour tous les gens qui le soutiennent. Mais malgré tout, il est cette fois libre et je pense qu'il vaut mieux être libre en France tranquillement qu'accusé à tort au bagne en Guyane. En 1904, donc quelques années après, tu vois, tout ça, ça a mis des années à se faire. Il y a de nouveaux éléments qui vont être avancés. On va voir une démonstration de la falsification des preuves présentées au procès. Donc cette fois, c'est clair, on va démontrer que le dossier finalement avait été complètement fabriqué par l'armée. Et Dreyfus, cette fois, va être innocenté. On va dire non, c'était pas lui, on s'est trompé. Et il demande donc la révision du dernier procès, celui de 1899. Le procès va donc réouvrir une nouvelle fois devant la Cour de cassation à Paris, et le jugement de Rennes va être cassé. Cette fois, on indique clairement que Dreyfus est innocent. C'est officiel, ce n'est plus seulement dans l'opinion publique, ce n'est plus seulement une démonstration via des journalistes ou via des militaires, c'est quelque chose de légal, il est innocent. Le 13 juillet 1906, quand même plus de 12 ans après sa première arrestation, on imagine l'enfer qu'il a vécu, le capitaine Dreyfus est réhabilité, c'est-à-dire qu'il a le droit de revenir dans l'armée, il va être réintégré dans l'armée non sans injustice, on va lui donner le grade de commandant, et ces années de déportation, ces années d'incarcération, donc tout le temps qu'il a passé au bagne, ne seront pas prises en compte, comme s'il n'avait pas vécu et pas travaillé pendant ce moment-là. Il aurait évidemment pu prétendre à un rang largement supérieur, puisqu'il avait passé beaucoup de temps, et normalement, avec son grade militaire, il aurait dû monter. Il aurait pu prétendre, certains disent, au grade de lieutenant-colonel. Malheureusement pour lui, il est seulement réhabilité à un grade inférieur. En juin 1907, il prend sa retraite, non sans regret. Face à l'injustice, il ne demande aucun dédommagement à l'État. Il faut se dire, il a quand même été traité comme un criminel, mis au bagne, etc. Il demande 0 dédommagement. Son unique intérêt a toujours été de prouver son innocence, ce qu'il a finalement réussi à faire. Les conséquences de cette affaire, c'est notre 6e partie, 6e et dernière partie, elles vont être gigantesques en fait. Il va y avoir de grosses conséquences sur la vie politique française. On va voir les républicains qui vont se former et s'organiser pour fonder un bloc des gauches. Ils vont gagner les élections législatives de 1902, donc on va voir une montée du socialisme français qui va être plus intégré à la vie politique et aux décisions du pays. Le souhait va être donné de réduire l'influence de l'Église sur le pays. Donc on va voir, comme on l'avait déjà par le passé, mais une certaine lutte contre les congrégations religieuses catholiques, qui voyaient d'un bon œil le fait d'avoir un accusé juif, puisque les anti-Dreyfusards avaient été soutenus par l'Église, et eux-mêmes étaient on l'a vu, des catholiques très pratiquants ou très traditionnels. En 1905, le bloc des gauches, dont on vient de parler, va voter la loi de séparation des églises et de l'État. Et ça, c'est encore actuel aujourd'hui. En 2022, en France, cette loi de 1905, on en parle encore. C'est la fameuse loi sur la laïcité en France. C'est la base de la laïcité en France. Donc du coup, cette affaire a eu un impact énorme
puisque cette loi de 1905 n'aurait peut-être pas vu le jour sans l'affaire Dreyfus. Malgré tout, on peut l'imaginer, ça n'a pas été la fin de l'antisémitisme, il y avait toujours des groupes qui rejetaient la démocratie et le régime républicain, les anti-Dreyfusards notamment étaient toujours actifs. On a eu une opinion anti-militariste très renforcée en France, les gens ont perdu confiance en l'armée qui a littéralement fait accuser un innocent, qui a menti à tout le monde, et il y a aussi de la crainte et de la colère qui sont renforcées. L'armée française a perdu tout crédit aux yeux de la population. Donc voilà, entre autres, les quelques conséquences de cette affaire Dreyfus. Il y en a bien sûr plein d'autres, mais tu vois que rien que cette loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, on en parle encore dans le débat politique français en 2022. Donc voilà pour aujourd'hui, tu vois, c'était un module quand même relativement dense, même si on s'est vraiment limité à l'essentiel. Tu comprendras que Dreyfus était un homme de principe, un militaire ou quelqu'un qui a une carrière militaire exemplaire, qui a servi fidèlement la France malgré tout, qui n'a jamais renoncé à sa parole, qui a clamé son innocence de bout en bout malgré les pressions qui étaient énormes. Il n'a pas demandé de dédommagement malgré l'injustice qui l'a frappé. Donc c'est une histoire plutôt tragique en fait. Il y a eu, comme on l'a dit, beaucoup de conséquences politiques, beaucoup de conséquences sur les mentalités de l'époque et également aujourd'hui. Donc ça a un impact de plus de 100 ans. Il y a un lourd poids sur l'histoire française. Et on te recommande, alors je n'ai pas pu le voir malheureusement, mais ce module m'a donné envie d'aller voir ce film, le film de 2019, J'accuse, de Polanski. C'est une très bonne adaptation, paraît-il, de l'histoire qu'on vient de voir. J'ai vu la bande-annonce et ça semble être très intéressant, et parfois le cinéma a ce don de faire passer plus d'émotions. Donc tu pourras revoir tout ce qu'on vient d'étudier ensemble, tout en ayant les émotions. Il me semble qu'il y a Jean Dujardin dans ce film. C'est une très bonne façon de se rendre compte du déroulement des choses. C'est un bon complément à ce module. Et malgré tout, il y a plein d'autres documentaires en ligne. J'ai aussi parlé tout à l'heure d'un livre audio sur l'affaire Dreyfus. Enfin, tu trouveras plein d'autres sources, puisque c'est une histoire qui est relativement proche de nous, qui est bien connue et bien documentée. Donc j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir suivi ce module. Comme d'habitude, en bas du module, tu peux communiquer avec nous poser tes questions, nous donner ton opinion. Tu peux nous contacter directement sur les différents groupes. On peut en parler sur Telegram, sur Facebook. Tu peux aussi créer ta propre réunion. Ça permet de proposer un sujet et de dire, par exemple, les amis, créons une réunion et discutons ensemble de ce module sur l'affaire Dreyfus. Merci du fond du cœur d'être membre de l'Académie. Je te dis à très bientôt pour un nouveau module. Tu peux découvrir dans ton espace membre de quoi traitera le module 81. Je te rassure, encore une fois, je ne vais pas te dire de quoi il s'agit, tu vas aller le voir dans ton espace privé, mais je te rassure, il sera beaucoup moins tragique et beaucoup moins triste que ce module sur l'affaire Dreyfus. Merci d'être membre de l'Académie, à très bientôt pour un nouveau module. Salut! Si tu en veux plus, tu peux rejoindre l'Académie français authentique. Il y a actuellement 85 modules disponibles auxquels tu accèdes immédiatement et nous en ajoutons un chaque mois. Il traite de sujets très variés et tu y trouveras forcément ton bonheur. Mais découvrons ce que les membres de l'Académie français authentique en disent. Je pense que l'Académie est un excellent moyen d'améliorer votre français. Il y a beaucoup de choses que j'aime de l'Académie français authentique. Sont l'opportunité d'entrer en contact avec des personnes passionnées par la langue française. Aussi, la bonne qualité du matériel d'études mis à la disposition des étudiants. Les deux choses que j'aime le plus dans l'Académie sont, bien évidemment, l'apprentissage du français
mais aussi l'autre pilier sur lequel se base l'académie, qui c'est le développement personnel. Dans mon avis, ce sont des outils très utiles pour l'amélioration de la langue. Mais ce qui me plaît le meilleur est d'avoir la chance de parler, de pratiquer le français à l'oral. Là-bas, on rencontre et fait la connaissance des personnes très sympas du monde entier. Et pour moi, c'est une expérience très enrichissante. J'utilise le plus souvent possible cette possibilité. Alors, je parle 2 fois par semaine avec les tuteurs, c'est-à-dire avec Gwendoline et Olivier, qui sont vraiment très sympas. Et on ne peut pas avoir peur d'y participer parce que l'ambiance est vraiment très sympa. J'apprécie beaucoup la salle Zoom 24. Oui. Parce que il nous a donné la chance pour parler avec d'autres gens, avec une façon libre. La troisième et dernière raison pour laquelle j'aime être membre de l'Académie, ce sont les nouveaux amis que je me suis fait depuis mon arrivée. Et je veux vous dire que j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de sujets grâce à tes modules, grâce à les podcasts Marcher avec Johan. Ça me donne du plaisir énormément. Tous les niveaux sont bienvenus ici. Merci Français Authentique. Merci pour votre travail qui nous permet de connaître et d'apprendre tous les jours un peu plus. J'ai rejoint l'académie en avril. J'étais capable de comprendre beaucoup de choses, mais j'ai bloqué beaucoup pour parler à l'oral. Et je pense que dans ces 5 mois, j'ai amélioré beaucoup. J'ai un long chemin à parcourir encore, mais je suis très content. Les ressources que j'aime plus dans l'académie, c'est le groupe Telegram, parce que là-bas, j'utilise des groupes pour pratiquer et entraîner mon français selon mon emploi du temps. Les choses que j'utilise le plus, c'est la salle Zoom. J'entre dans la salle Zoom quotidiennement et je passe normalement 1 ou 2 heures là. Mais je suis amoureuse du club de lecture. Pour moi, le club de lecture, c'est comme une pratique d'intégration de l'apprentissage. Ça, c'est les ressources que j'aime plus de toute l'académie. Beaucoup et j'apprends beaucoup de Julien et des autres membres avec un niveau plus avancé que moi-même. J'ai vraiment surmonté la peur de parler. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de grave si on fait des erreurs, qu'il n'y a pas besoin d'être perfectionniste. Et tout ça, je me suis rendu compte grâce avec les réunions avec les tuteurs. Dans l'académie, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais pour progresser en français. Le contenu est diversifié parce que tu trouveras toujours et certainement des sujets qui vont te plaire. Nous pouvons dire que nous faisons parte d'une grande famille Français Authentique. Ça, c'est une chose que je pense que c'est très différent d'une méthode conventionnelle. Ici, c'est beaucoup mieux.